Bonsoir tout le monde. Alors que la France traverse une crise sociale et politique sans précédent, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami François Martin pour analyser ce qu'on peut qualifier d'échec total du macronisme. Bonsoir François et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire parce que c'est tragique. Oui, oui. Donc quand c'est tragique, ou on pleure ou on rit. Mais moi je ris, mais c'est tragique. François, est-ce que c'est justifié d'évoquer l'échec total d'Emmanuel Macron? Quels sont, d'après toi, les points les plus marquants de ce bilan catastrophique au niveau économique, au niveau sociétal et démocratie aussi, sans oublier aussi l'échec au niveau de la diplomatie internationale? Alors, je dirais que, bien sûr, c'est un échec absolument catastrophique du macronisme, mais pas seulement du macronisme. J'avais expliqué la dernière fois, j'avais essayé de démontrer que, en fait, la France est devenue progressivement, avec la transformation petit à petit de la Ve République en une espèce de pseudo-démocratie oligarchique, et Macron est simplement le chef des oligarques, je dirais. Tu reconnais les oligarchies triomphantes quand tu as à la tête de l'oligarchie soit des vieillards complètement cacochymes. Alors, les États-Unis, il y a quelques pays comme ça. Ou alors, tu as des enfants à la tête irresponsables, parce que la grande crainte de l'oligarchie, toujours, c'est que la marionnette que l'on a choisie échappe aux mains du marionnettiste. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ça. Et il y a des très bons exemples dans l'histoire, à commencer par Napoléon Bonaparte qui a échappé aux marionnettistes. Il y a eu Poutine, bien évidemment. Il y a eu Napoléon III aussi. C'est un crétin qu'on mènera, c'est ce qu'on disait de lui. Il y a eu Poutine, il y a eu Charles de Gaulle, il y en a eu un certain nombre de gens comme ça qui ont été mis en place par des oligarchies et qui en ont échappé. Donc on cherche surtout à avoir quelqu'un de faible. Et avec Macron, ils ont trouvé quelqu'un qui est à la fois intelligent, mais en même temps extrêmement faible sur le plan, disons, de la capacité personnelle de prendre des décisions. Et puis, voilà. Donc, il n'a fait que des erreurs. Disons, imagine que Macron s'en aille. Qu'est-ce qu'on peut lui attribuer de positif dans ce qu'il a fait jusqu'à présent? Sauf à part, et c'est très notable de le rappeler, si effectivement il arrive à imposer dans sa conférence qui démarre dans quelques jours la reconnaissance de la Palestine et puis qu'il entraîne dans son sillage une dizaine de pays, comme il semble que ça pourrait être le cas, c'est bien la seule chose qu'il aura fait de bien dans sa vie politique. Hein. Donc c'est un échec total. Et le pire des échecs, à mon avis, c'est de s'accrocher comme il peut, comme il a fait jusqu'à présent depuis la dissolution. À mon avis, au moment de la dissolution, quand il a vu qu'il n'avait plus les cartes, il ne fallait pas essayer de jouer comme il l'a fait, il fallait partir. Ou alors, il fallait véritablement jouer la carte de la cohabitation, ce que lui permettait la Constitution, et de mettre à la tête de l'État Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, comme l'a fait le roi du Maroc au moment des révolutions arabes, qui a dit bon ben, sont les frères musulmans qui ont gagné les législatives, donc on prend le chef des frères musulmans de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, on l'a nommé Premier ministre, et au bout de 6 mois, les frères musulmans avaient fait tellement de bêtises qu'ils étaient complètement cramés, et il a refait des législatives et il les a balayées. Donc ça, c'était une approche, je dirais, politique intelligente d'un dirigeant digne de ce nom, mais de vouloir mettre ses copains et puis de se faire retoquer de ce pauvre Bayrou et maintenant ce pauvre Le Cornu qui va durer 3 mois, quoi. Donc il se fait manger et torturer à petit feu.
Macron. Donc, il a choisi, c'est pas la marque d'un grand dirigeant il donne l'impression de manipuler, mais c'est lui qui se fait manipuler en fait. Donc oui, et le pire, je dirais, de tout, c'est le discrédit qu'il a acquis sur la scène internationale. Enfin, plus personne ne le prend au sérieux, ni je liste même pas les erreurs monstrueuses qu'il a faites. Enfin, il s'en va. On l'invite à l'anniversaire de la reconnaissance par la France, de la Chine par le général de Gaulle. Donc, on lui tend la main pour dire on reconnaît que vous êtes presque d'une certaine façon un des parrains de notre nation chinoise, et il va en Chine avec Madame van der Leyen sous le bras, c'est-à-dire regarde quelle faute politique absolue quoi. Je compte même pas les fautes en Afrique, celle du Burkina Faso qu'on connaît par cœur, mais également d'autres, sa visite désastreuse à Kinshasa. Enfin, je pense que c'est sur le plan de la politique étrangère qu'il est le plus mauvais. Mais en France, les Gaulois réfractaires, j'ai qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Enfin, tout ce qu'il a fait est empreint je dirais, de nullité. Et en même temps, c'est là, dans ça, que je pense qu'il est extrêmement néfaste. Il n'est pas seulement incompétent, mais il est extrêmement néfaste. Il a servi les oligarques qui l'ont mis en place d'une façon incroyable. Il suffit de lire le livre de Monsieur Marlex, que je conseille aux lecteurs de lire, qui s'appelle Les liquidateurs, et le suivant va sortir, qui montre tout ce qu'il a vendu à l'étranger ou fait vendre à l'étranger depuis qu'il est là. C'est ahurissant. Voilà ce que c'est que M. Macron. C'est un désastre. Voilà. Pardon, je t'entends plus. Je t'entends plus. Voilà. Oui, je m'excuse parce que la connexion est lente où je me trouve actuellement. Ah bon. Est lente un peu. François, depuis les Gilets jaunes en passant par les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites, la France connaît une succession de mobilisations populaires. Est-ce que tu penses que cela traduit que, je ne sais pas, une situation de dégoût généralisé, de débordement au niveau de la population? Alors, de dégoût, je ne sais pas, parce que, si tu veux, la traduction des mécontentements populaires ne se traduit pas par le dégoût. Moi, les gens que je connais ici ne sont pas dégoûtés, mais ils le connaissent par cœur. C'est plutôt un sentiment de dépossession, le fait qu'ils ont conscience qu'ils ne les représentent plus, si tu veux. C'est pire que du dégoût, d'une certaine façon. Je pense que c'est ça le problème. Si tu veux, il n'a fait que le grand problème de la France, il est simple, c'est la fracture sociale. C'est ça le grand problème de la France. Oui. Il n'a jamais fait une politique sociale. Merci infiniment parce que tu mets le doigt sur le... Est-ce que d'après toi, Macron, a-t-il aggravé la fracture entre le peuple, soi-disant les élites? Bien sûr, il a fait que ça. Il a fait que ça. Toutes les déclarations que j'ai citées tout à l'heure, il n'y a rien qui montre que le peuple l'intéresse, alors, il n'est pas le seul. Avant, on se souvient de Hollande qui parlait des sans-dents en parlant du peuple, des gens qui n'avaient pas de dents parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour aller se faire soigner chez les dentistes. Donc, c'était affreux. Donc, Macron est dans la droite ligne de ça, et je dirais qu'il est à la fin il est la fin de ce système épouvantable pour moi. Le pire de tout étant le fait que, si tu veux, on a marginalisé les patriotes en permanence, qui sont ceux sur lesquels, moi je suis gaulliste, donc je peux le dire, ceux qui normalement devraient être la fierté du pays. Voilà.
Donc, on a fait en sorte de les marginaliser complètement. Quand un drapeau français, tu te fais arrêter dans la rue. Donc, voilà. Donc, Macron est la caractéristique même du mauvais chef et la fracture sociale a été totalement était aujourd'hui énorme. Il y en a un qui en parle très bien, c'est un de mes amis qui s'appelle Christophe Guilluy, qui a écrit plusieurs livres là-dessus. Elle est plus que béante, la fracture sociale. Le peuple est invisibilisé, complètement invisibilisé. On n'en parle pas. Je prends un exemple très simple. Regarde la télévision et demande-toi dans les publicités télévisées des grandes chaînes de télé, la 1, la 2, etc., combien il y a de publicités qui s'adressent vraiment aux gens du peuple? Combien il y en a? Tu as des parfums, tu as des choses, mais le peuple n'existe pas. Il n'existe ni dans la littérature, il n'existe ni dans la cuisine, puisque maintenant c'est une cuisine pour les, je dirais, fusions, pour les riches, etc., dans les trucs. Mais la cuisine française véritablement populaire, tu n'en entends pas parler. Dans la littérature non plus. Autrefois, on te parlait aussi des histoires du peuple. Regarde les films des années 50 avec Gabin, etc. Là, t'en as plus. T'as plus qu'une espèce de société refermée sur elle-même, qu'une société de riches et de haute classe moyenne qui se déclasse de plus en plus. Alors en même temps, tu as les riches le nombre de gens, de millionnaires ou de milliardaires qui ont augmenté dans des proportions énormes, et puis tu apprends en même temps que tu as 15% de la population française qui mange pas à leur faim, qui sautent un repas par jour pour pouvoir tenir leur budget. Bon, ben ça, c'est totalement inacceptable. Tu as des entreprises qui ferment tous les jours, on paye une énergie à un prix énorme alors qu'on a les centrales nucléaires qui nous permettraient d'avoir un des prix les plus bas du monde. Enfin, tout est fait pour se mettre de l'argent dans la poche en haut de la pyramide. Je disais, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, il y a 700 agences gouvernementales. Je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Les agences gouvernementales. C'est pour cela, parce que et ça coûte, pardon, je termine juste la phrase, ça coûte 150 milliards à la France. 700 agences. Agence de l'eau, agence de la qualité de l'air, agence du bruit, agence. Alors, tu as 700 fromages où on met les souris, les crabes et les cafards. C'est tous les copains qu'on veut recaser, là, à chaque fois. Et on déverse les subventions. Il y a 700 agences, ça coûte 140 milliards. On cherche 40 milliards aujourd'hui. Si on supprime ne serait-ce que la moitié de ces agences, on économise 70 milliards. Voilà, c'est simple. C'est ça qui est le problème. Et malgré ça, tu as été parmi les premiers qui ont évoqué la multiplication des services publics, des boîtes publiques, des missions, des services, des fonctions. Mais aussi, chaque fois, tu insistes sur le mépris de Macron vers les institutions. Bien sûr. Comment tu juges son rapport aux institutions et à la démocratie? A-t-on assisté à l'affaiblissement institutionnel? On a vu à plusieurs fois ce passage à la force en utilisation de l'article 49, etc. Ils s'en foutent, même des jugements. Hein. Mais tu sais, il y a un phénomène qu'on n'analyse pas quand on ne fait pas partie de ce monde, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'impunité. Quand tu ne respectes pas les règles, regarde l'élection, la façon dont Monsieur Fillon a été exécuté politiquement à l'époque de la première élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai été à la manifestation de soutien de Fillon qui était au Trocadéro. Bon, mais moi j'étais très déçu parce que c'était une manifestation pour soutenir Fillon. Je me suis dit, mais c'est pas Fillon le problème, c'est la démocratie. Si tu peux te permettre de mettre en examen un candidat entre les deux tours ou avant le premier tour,
ça veut dire que la démocratie n'a plus aucun sens. Donc c'est pour défendre la démocratie qu'il fallait manifester, pas pour défendre M. Fillon. C'était bien plus grave que ça. Et après, une fois que ce dirigeant ou lui et ses amis font ce qu'ils veulent et ne sont jamais inquiétés par qui que ce soit ou quoi que ce soit, que ses principaux amis sont eux-mêmes, ils ont tapé dans la caisse ou ils sont mouillés dans des affaires comme Monsieur Ferrand, etc., etc., ce sentiment d'impunité augmente. Alors, d'abord, tu voles, après, tu respectes pas les lois, après, tu voles, après, tu pilles, après, tu tues. Voilà, on est là-dedans aujourd'hui. Voilà, c'est un peu, si je veux, mutatis mutandis, on va parler d'Israël tout à l'heure, mais tu commences à frapper et puis personne te dit quoi que ce soit, et ben petit à petit tu pousses de plus en plus jusqu'à la folie parce que à chaque fois tu n'as jamais ce qu'on appelle le surmoi qui consiste à dire là c'est une ligne rouge donc tu dépasses pas, tu n'as pas le droit, voilà. Et Macron. Ça a commencé avec les affaires Benalla, avec ce coup de fil entre Madame Macron et une copine concernant la possibilité de protection policière et tout. Ça veut dire l'État est géré d'après les caprices personnels et d'après les envies personnelles. Hein. La France. Mais c'est même pas l'envie personnelle, si tu veux, c'est je dirais, les désirs de prédation et les intérêts des proches, des copains. Ce n'est que ça. Hein, voilà. Le problème, il est là. Donc, c'est pour ça que les Français ont parfaitement compris. Et pour eux, le problème n'est ni la dette, ni le problème de régler, de remettre les finances. Les finances, c'est un alibi. La vérité, c'est les voleurs et les pillards. Voilà. Comme j'ai déjà expliqué, la France, c'est une société où tous les directeurs de la société, ils tapent tous dans la caisse, ils se font des repas, etc. Et celui qui tape le plus, c'est le PDG de la société. Donc, on fait venir un comptable, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, il étudie la situation de la société, ça c'était M. Bayrou, et il dit, bon, j'ai compris la solution pour régler le problème de la société, il faut baisser le salaire des ouvriers. Bon, les ouvriers, tu sais, ils se marrent, hein. Ils disent, attends, c'est pas ça le problème c'est le PDG et les directeurs, donc c'est le régime qu'il faut changer. Donc le problème c'est Macron et le régime français qui est devenu aujourd'hui. Il faut quelqu'un à la tête. Tu sais, j'ai déjà raconté cette histoire, ça sera pas en France, mais quand Rawlings a pris le pouvoir au Ghana à 31 ans, il a trouvé un pays totalement corrompu. Il a fait arrêter, je crois, les 7 principaux généraux. J'avais dit 5, mais je crois qu'il y en avait plus. Il y en avait 7. Et il les a fait condamner à mort, il les a fait fusiller. Bon, après, il n'y a plus personne qui a tapé dans la caisse, ça a été terminé. On a dit, ah ben Rawlings, il ne veut pas qu'on tape dans la caisse, donc on ne tape pas. Donc, il a remis de l'ordre. Après, il a redressé le pays. Ça a été très dur et ça a mis 15 ans ou 20 ans pour redresser le pays. Parce que le pays était vraiment au fond du trou. Mais il a commencé par la bonne mesure. D'abord, il a pris le pouvoir et puis ensuite, il a été chercher les pillards. Il les a punis. Il y a eu un président du Mexique qui s'appelait Carlos Salinas de Gortari qui a fait la même chose. Il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait le jour où il est arrivé, il a fait arrêter le principal mafieux du pays, que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait toucher. Il l'a pris et il l'a fait condamner à perpétuité. Après, tout le monde a dit, ah bon, Salinas de Gortari, comme ils disaient les Mexicains, il avait été tout petit, il avait des grandes oreilles. Alors il disait, il a 5 kilos de orejas, 5 kilos d'oreilles et 55 kilos de cojones. Il dit, tu sais ce que c'est les cojones? C'est les parties génitales. Il a 55 kilos de cojones et 5 kilos de orejas. Donc il a pris le pouvoir, il a pris la tête et il a arrêté la corruption, c'est tout. C'est ça le problème de la France. Il faut un type qui ait des cojones quand il n'y en a pas.
Voilà. François, un point suscite de nombreuses interrogations. Malgré la crise budgétaire en France et les difficultés sociales, Emmanuel Macron a maintenu un soutien financier important à l'Ukraine. Pourquoi, selon toi, a-t-il insisté sur cette priorité internationale alors que la situation intérieure est si tendue, fragile? Comment les Français perçoivent-ils ce choix? Est-ce que cela a accentué le sentiment de déconnexion entre l'Élysée et la population? On a vu lors des attractions entre la population et le président des gens qui viennent avec cette question. Pourquoi vous insistez à continuer votre soutien pour l'Ukraine, à donner de l'argent du contribuable français comme François Martin à l'Ukraine pour cette guerre? Pourquoi vous insistez aussi que Zelensky continue cette guerre qui est devenue un fardeau social, budgétaire pour le citoyen européen et le citoyen français? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Une des réponses d'abord, c'est que, comme l'a dit en particulier le ministre américain, comment il s'appelle, Kennedy Junior, il avait parlé de la lessiveuse. La lessiveuse, c'est tout l'argent qui vient des contribuables américains, européens, qui est versé dans les guerres à Zelensky, etc., qui est détourné et qui revient, quand tu as de l'argent qui est détourné comme ça, il y a une partie qui revient à ses fournisseurs pour alimenter la machine, ce qu'on appelle la lessiveuse. C'est-à-dire, moi, j'ai fait en sorte de prendre des décisions pour te faire donner 10 milliards de crédit, et toi, tu me reverses 500 millions, 1 milliard, moi et à mes copains, etc. Ça s'appelle les rétrocommissions. Donc, dans toutes les affaires, les grosses affaires de corruption, il y a des rétrocommissions. Aujourd'hui, toute l'Europe est complètement pourrie par la corruption, et la France aussi. Alors, je dis pas que M. Macron touche de l'argent à titre personnel, je n'en sais rien, mais je sais que le système européen et le système français et le système américain sont des systèmes aujourd'hui affreusement corrompus. Et je rappelle que l'un des membres de la Rada, l'un des députés ukrainiens il n'y a pas très longtemps, a dit que Zelensky avait détourné de l'ordre de 10 milliards d'euros ou de dollars chaque année depuis le début de la guerre. Donc, on est dans ce contexte-là. Donc, quand tu es dans un contexte comme celui-là, où tu as décidé d'arrêter la guerre et puis d'arrêter les frais, etc., ou bien si tu en fais partie parce que tu fais partie de ceux qui ont décidé et qui veulent continuer la guerre ou qui veulent faire semblant de continuer la guerre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça, eh ben tu donnes de l'argent à M. Zelensky parce que ça alimente, je dirais, le système dans lequel tu es. Si c'est pas toi qui paye, si c'est toi qui touche, ça sera les entreprises ou les grands financiers qui sont tes copains. Donc, je pense qu'il y a ça, d'une part. D'autre part, il y a le fait que quand tu es très fragilisé, tu cherches un ennemi extérieur. Alors, si tu peux dire les Russes sont méchants, ça va te permettre d'hystériser ta population et de faire en sorte que la population continue à croire en toi ou à te soutenir simplement parce qu'elle a peur. C'est le management par la peur. Il y a ce deuxième aspect qui compte. Le premier, c'est la corruption et je dirais le système mafieux dans lequel on est, dénoncé par monsieur Marlex et il est mort, et dénoncé par monsieur Denessé et il est mort. Donc, ça prouve qu'on a un système mafieux qui existe chez nous et c'est certain. Ensuite, il y a cette histoire de chercher un bouc émissaire à l'extérieur. Et la troisième raison, je pense que c'est que M. Macron reste très lié aux principaux oligarques européens et aux principaux dirigeants européens, Madame von der Leyen, etc., et qui sont
aujourd'hui encore marié, entre guillemets, avec l'État profond américain et avec l'ancienne équipe de M. Biden, etc. Donc, en faisant la guerre aux Russes ou en faisant semblant de faire la guerre aux Russes, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas du tout envie de faire la guerre aux Russes, leur objectif, c'est plutôt d'embêter M. Trump, à mon avis. C'est ça leur idée, parce qu'ils voudraient qu'il se plante et que ça soit ensuite l'équipe de leurs copains de la gauche américaine, les Obama et autres Biden et autres Kamala Harris, etc., ou autres qui reviennent au pouvoir et qu'on recommence comme avant avec les marchands de canons, la livraison, etc. Et si ça pouvait durer encore 10 ans, ça serait très bien. Donc je pense que c'est ça, c'est différentes motivations. C'est pas les motivations de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, c'est au contraire les motivations de quelqu'un qui sait bien ce qu'il veut. Alors maintenant que j'ai dit ça, il y a un point qui reste à élucider, c'est pourquoi on fait semblant de vouloir faire la guerre, alors qu'à mon avis, on veut pas faire la guerre. Alors, il y a un point particulier que j'ai déjà développé il n'y a pas très longtemps sur une chaîne russe, qui me semble que on fait une confusion lorsqu'on dit Macron veut faire la guerre, etc. À mon avis, il veut pas faire la guerre, il veut donner l'impression qu'il veut faire la guerre. Pourquoi? Parce que le contexte géopolitique dans lequel on est aujourd'hui, à mon avis, est celui où les États-Unis et la Russie cherchent malgré tout, et malgré le fait que Trump fait la danse du ventre et un jour oui, un jour non, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, un rapprochement avec les Russes qui finira par se faire pour des raisons que je veux pas trop développer pour pas trop perdre de temps. Mais je suis absolument persuadé, pour ma part, que les Russes n'ont aucune envie et aucun intérêt à faire la guerre avec l'OTAN. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne prendraient pas la décision de le faire si jamais l'OTAN envoyait des troupes ou des avions directement en Ukraine. Mais ça, c'est pas la même chose. Ça serait une agression considérée par la Russie comme une agression directe. Mais c'est pas les Russes qui vont aller chercher les Européens. Et à ce titre, l'affaire dont on a entendu parler de la Pologne n'est pas une affaire qui est montée par la Russie, mais qui est montée par la Pologne. Donc, pourquoi est-ce que ces pays, dont la France, dont la Pologne, dont l'Allemagne, dont l'Angleterre, cherchent à faire comme ça une provocation de la Russie? À mon avis, c'est précisément parce qu'ils savent que la Russie ne veut pas faire la guerre. C'est pour ça qu'ils le font. C'est contraire, c'est un peu contre-intuitif ce que je dis, mais ils sont un peu mutatis mutandis dans la situation de celui qui est derrière la cage du tigre et qui voit le tigre et qui essaye d'exciter le tigre parce qu'il sait qu'il y a une cage et qu'il risque rien, ou qui croit qu'il risque rien. Je suis persuadé pour ma part que les Polonais, par exemple, s'ils pensaient qu'ils risquaient d'avoir en face d'eux les chars russes qui leur rentrent dedans, derrière la Biélorussie, puisqu'ils n'ont pas de frontière commune avec la Russie, mais c'est avec la Biélorussie. Ils s'y prendraient très différemment. Et d'ailleurs, quand il s'est agi de se mettre véritablement en danger pour répondre à la question de Macron sur le fait d'envoyer des troupes de la paix, disait-il, en Ukraine, ils ont dit tout de suite qu'eux, ils n'enverraient jamais un soldat. Donc, ils ne sont pas fous. Donc, pourquoi font-ils cette provocation? Parce qu'ils pensent que ça va leur permettre de récupérer de l'argent, du business, puisqu'ils s'occupent, ils sont chargés en grande partie de la réhabilitation des armes ukrainiennes, que ça leur rapporte beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, il y a un peu une espèce de paradoxe, c'est-à-dire ceux qui provoquent à ce point-là et qui font monter la sauce le font parce que paradoxalement, ils savent qu'en face, ils ont des gens qui se tiennent très bien et qui sont prudents et qui n'iront pas leur casser la figure sur la base d'un coup de tête. Voilà.
C'est ça que je pense. Si Poutine a un défaut, je pense, avec toutes les qualités qu'il a de prudence, etc., c'est que probablement, il n'est pas considéré comme un cinglé capable de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est ce que disait Nixon, tu sais. Il disait en parlant des Russes, je veux que les Russes pensent que je suis un fou capable d'appuyer sur le bouton nucléaire à n'importe quel moment. Il disait ça. La seule façon pour qu'ils me respectent, c'est qu'ils pensent que je suis un fou capable d'appuyer sur le bouton nucléaire à n'importe quel moment. Voilà. Et aujourd'hui, aucun des dirigeants européens ne pense qu'ils ont en face d'eux un fou capable d'appuyer sur le bouton nucléaire à n'importe quel moment. Et donc, comme ils ont cette certitude, du coup, ils font de la provocation en grande partie pour se donner de la contenance à usage interne. Voilà, c'est ça ma raison. Ce sont surtout des raisons internes qui provoquent ça et pas des véritables raisons de politique étrangère. Voilà, c'est ma vision des choses. Hein. D'autres ne le partagent pas, mais c'est ce que je pense. Voilà. Voilà. François, depuis 2 ans, tu as été parmi les intellectuels courageux qui ont dénoncé la guerre, cette guerre génocidaire contre la population palestinienne. Aussi, tu as averti la classe politique française pour ne pas tomber dans ce piège israélien. Oui. Aujourd'hui, Macron est critiqué d'abord parce qu'il a soutenu l'action génocidaire au début d'Israël contre la population palestinienne. Oui. Il a donné du soutien international, du soutien politique. On évoque aussi soutien militaire à travers ces contrats d'armement et tout. Bien Mais sûr. surtout, il est critiqué concernant l'acharnement politique, policière, judiciaire contre les voix pro-palestiniens. Est-ce que Macron, comme l'Occident, a tombé dans ce piège israélien? Aujourd'hui, on évoque la responsabilité pénale, morale et politique de Macron, par exemple, de la France officielle, dans ce génocide contre la population palestinienne. Ben, je dirais que Macron, il est totalement contradictoire aujourd'hui, parce qu'en même temps, si tu te promènes avec un drapeau palestinien, tu vas te faire arrêter, et en même temps, tu as le propre chef de l'État qui défend la création d'un État palestinien. Donc, je dirais, il faut savoir ce qu'on veut. Des réserves, hein, avec beaucoup de réserves, des intellectuels, des analystes aussi, des juristes qui ont mis beaucoup de réserves sur l'initiative. Il y a des choses cachées, non déclarées, minées, c'est une volonté de déclaration minée, etc. Bon, il y a l'analyse de professeur Raphaël Portella, Raphaël Mizan, professeur Alfred Dissaïes, Jacques Bou, Christophe Oberland. C'est pas innocent. Hein. Il y a des jeux, des mots, des notions et tout. C'est pas innocent malgré tout. Je suis d'accord avec ça, Abdeljalil, mais il n'en reste pas moins que sur le plan symbolique, d'abord, il a été attaqué par le gouvernement israélien. Ça veut dire quelque chose. Donc, on disait oui, ça sert à rien, etc. Il est quand même attaqué. Donc, s'il est attaqué, ça veut dire que il gêne le gouvernement israélien, quoi qu'on en dise, d'une certaine façon. Et puis, la mesure symbolique est quand même, en politique, le symbole est important. Et si effectivement il entraîne une dizaine de pays derrière lui, ben, il aura fait, quoi qu'on en dise, une œuvre utile, puisque c'est Mohamed Marandi qui expliquait il y a quelques jours que Israël était en train de s'isoler de plus en plus et qu'un autre organisme est en train de s'isoler, ou d'autres organismes, ce sont les soutiens américains de la politique sioniste. Non pas les États-Unis en eux-mêmes, mais les soutiens américains de la politique sioniste. Et à ce titre, l'assassinat justement de monsieur Charlie Kirk est un élément extrêmement important parce que il est en train de démonter une partie du lobby évangéliste,
puisque M. Kirk, on sait, était en train de se convertir au catholicisme, d'après ce que dit Candace Owens, et il est, disons, il était en train de trahir ses amis israéliens, parce que simplement c'était un homme honnête qui avait compris la supercherie et le vrai projet génocidaire israélien. Et à ce titre, Netanyahou a fait, à mon avis, une intervention surjouée qui l'a desservi complètement. Aujourd'hui, il est absolument plus possible d'évacuer la thèse comme quoi le Mossad est en partie derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Donc, tout ça concourt à ce que j'ai dit dès le début comme étant la seule façon pour la Palestine d'obtenir ses droits, c'est d'isoler Israël jusqu'à temps que les États-Unis changent de position et qu'Israël se retrouve tout seul et que son sponsor le lâche. Je pense qu'on n'est pas très loin d'une situation comme celle-là et que Trump, qui continue à soutenir Netanyahou mordicus, est de plus en plus dans la difficulté à tenir une position pareille. Donc, Macron a bien joué malgré tout. Je pense que Macron a bien senti le coup et qu'il joue bien. Il a bien joué. Alors, on va voir comment c'est présenté, je suis d'accord. Mais c'est pas mal, c'est pas mal vu. Voilà. Voilà ce que je pense. Pendant les premiers jours de l'arrivée de démarrage de gouvernance de Trump, tu as défendu le rôle, le futur rôle de Trump dans les négociations, réalisation de paix, surtout à Gaza. Oui. Maintenant, comment tu trouves ce rôle de Trump lorsqu'on voit son ministre des Affaires étrangères en soutien indéterminé à Israël, en soutien indéterminé à l'action génocidaire menée par Israël et même en soutien à la colonisation. Tu as vu comme nous ces photos où le ministre des Affaires étrangères avec sa femme, avec monsieur et madame, bon, sans respect, Netanyahou, Benjamin Netanyahou et sa femme, sous le grand mosquée Al-Aqsa, un message: continuez votre nettoyage ethnique, continuez votre génocide, nous sommes avec vous. Trump, il est avec vous. Est-ce que, je m'excuse, est-ce que, quels sont tes sentiments? Parce que tu as dit Trump, il va tout faire, Trump, il est un magicien de paix et tout. Mais le pauvre, il est dépassé. Hein. Il suit Israël. Ce n'est pas lui qui dicte la politique pour Israël. C'est lui au service d'Israël. C'est lui, moi personnellement, plusieurs autres analystes voient que il est devenu l'apprenti de Netanyahou. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit que Trump était un magicien. Je n'ai jamais pensé ça. Moi, j'ai pensé que Trump était quelqu'un qui pouvait que nous pouvions nous servir de Trump pour obtenir un certain nombre de choses. D'une part, pour la victoire des conservateurs contre les progressistes et d'autre part, pour régler un certain nombre de conflits, entre autres le conflit ukrainien et le conflit palestinien. Et je reconnais parfaitement que Trump a été décevant dans cette partie internationale. Je pense qu'il se débrouille pas mal sur le plan intérieur parce qu'il combat ses ennemis et aujourd'hui, on voit que la mort de Charlie Kirk va être utilisée par Netanyahou pour faire une chasse aux sorcières dans les universités et dans d'autres milieux et dans les journaux pour éliminer ou pour punir ou pour sortir les progressistes qui tiennent le pays depuis de gauche qui tiennent le pays depuis longtemps, donc je pense que c'est une bonne chose. Par contre, sur le plan international, je reconnais qu'il se débrouille comme un manche. Alors, là où je ne suis pas certain de tes lecteurs,
de nos auditeurs, c'est que moi, je ne pense pas que Trump est véritablement un sioniste de cœur, profondément, si tu veux. Je ne le pense pas. Je pense, dès le début, qu'il pourrait trahir les sionistes à n'importe quel moment. Je le pense. Pourquoi? Parce que son mouvement MAGA n'est pas profondément un mouvement sioniste, c'est pas vrai. Je veux pour preuve le fait qu'il avait, par exemple, promis l'État palestinien à ses deux contacts, qui sont Bishar Ababa et comment il s'appelle Massad Boulos, là. Et donc, si tu veux, il est pas clair. Alors, aujourd'hui, il tient pas ses proxys, c'est clair. Il fait plutôt la politique de Netanyahou plutôt qu'il impose la politique à Netanyahou, sa politique. Et à ce titre, c'est vrai qu'il a complètement changé par rapport à ce qu'il était au début, où il avait imposé, il avait fait d'abord cette tournée triomphale au Moyen-Orient, où il a refusé d'aller en partant d'aller en Israël, donc ça c'était un signe positif. Il a passé un accord avec les Houthis, donc ça c'était un signe positif. Il a fait 6 rounds de négociations avec l'Iran, c'était aussi un signe positif. Il a obligé Israël à faire un cessez-le-feu qu'ensuite Israël n'a pas respecté. Donc ça, c'était. Il y a quand même un certain nombre de signes positifs qui me font penser que Trump. Attends, je finis juste ma phrase. Que Trump n'est pas purement et simplement un sioniste pro-sioniste, sinon il n'aurait jamais fait tout ça. Pourquoi aurait-il fait tout ça? Il a réussi les négociations avec l'Iran où il a piégé l'Iran. Il a endormi l'Iran, il a préparé l'attaque de Netanyahou à l'Iran, il a joué, il a mené, il a joué un rôle, je m'excuse. Il a piégé l'Iran et il a piégé Israël aussi. Il a piégé Israël aussi, je te rappelle. Il a piégé Israël aussi parce qu'il a laissé Israël dans sa guerre contre l'Iran et où Israël a pris quand même un gros coup sur la tête avec cette guerre des 12 jours. Donc, tout ça, je peux me tromper, hein, mais tout ça ne me donne pas l'image d'un homme qui est, comment dire, un pur sioniste. Je le vois pas comme ça. Je pense que c'est le cas de Rubio. C'est certainement le cas de ce fou-là qui est l'ambassadeur des États-Unis à Tel Aviv, j'ai oublié son nom, mais je pense que Trump pourrait retourner sa veste à un moment. On va voir, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense depuis le début. Je le sens pas comme un type qui défendra Israël bec et ongle jusqu'au bout. Et de toute façon, s'il veut rester en place, il va falloir qu'il change à un moment donné. Il va falloir qu'il change parce que toute l'opinion américaine est en train de changer. Et les changements de Charlie Kirk peu avant son assassinat, comme tu sais, où il a refusé d'aller en Israël, il a refusé une très, très grosse somme et il a dit à comment elle s'appelle, il a dit à Candace Owens qui craignait pour sa vie. S'il craignait pour sa vie à partir de ces éléments-là, c'est pas parce que il craignait pour sa vie de la part des gens de gauche, mais bien de la part du Mossad. C'est bien ça le problème. Donc on verra, hein, mais moi je sens pas Trump. J'ai pas changé d'avis. Là où j'ai évolué, c'est que je pensais Trump plus, comment dire, plus sûr de lui et plus habile sur le plan international, alors qu'il dispose de personnes autour de lui comme Mearsheimer, comme McGregor, comme Jeffrey Sachs, comme
Chas Freeman, des gens véritablement de qualité, capables de le guider. Le fait d'avoir laissé bombarder le Qatar, c'est une erreur absolument monumentale, quoi. Et il dit je suis pas content, ce qui n'est pas une réponse. Il dit j'ai dit à Israël qu'il fallait plus le faire, et Netanyahou répond immédiatement ben nous on continuera à le faire n'importe où, partout où on aura envie. Enfin bon, il tient pas du tout son tient pas du tout son proxy, et il y a des gens aux États-Unis qui ont relevé ça et qui sont furieux. Je pense par exemple à Tucker Carlson ou des gens comme ça qui disent que ils défendent pas ils disent pas Trump ne défend pas les intérêts de l'Amérique, mais c'est ce qu'ils veulent dire quand ils disent on doit faire la politique américaine et pas la politique d'Israël. Donc voilà, on verra. Mais je voudrais un peu parler de la société israélienne, si tu veux bien, qu'on en parle aussi, si on a le temps. On a un peu le temps? Oui, oui, oui. Moi, je suis frappé d'une chose, malgré tout. C'est la désagrégation de la société israélienne tout entière. D'abord, je me suis penché un peu sur une question, c'est la question de la drogue. Et Israël est un des pays dans le monde qui est la plus envahi par la drogue, soit que ce soit les drogues douces, enfin supposément douces, ou les drogues dures. Et aujourd'hui, ça c'est un point très important parce que c'est un point qui désagrège la société israélienne. Bon. L'autre, il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui sur Internet avec les soldats, les jeunes soldats, et certains qui racontent qu'ils ont été obligés pendant des jours et des jours et des jours de tuer les enfants au fusil, les snipers, parce que la hiérarchie leur a dit, et il y en a un qui disait, mais je ne sais même pas combien j'en ai tué. Je veux dire, alors, ces personnes qui retournent ensuite dans la société, au cœur de la société, ils vont détruire la société complètement. Je vois pas comment une société peut perdurer avec des éléments comme ça. Il y a une vidéo qui circule avec une réunion de la Knesset où il y a des anciens soldats qui sont arrivés et qui ont jeté sur la table des centaines de médicaments, et en particulier du fentanyl qui est une drogue en fait, en disant que le gouvernement ne s'occupe pas d'eux, etc. Il est en train de se fabriquer à l'intérieur de cette société une violence absolue qui va se traduire par une autodestruction, que ce soit, je vais te dire, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un soldat qui va sortir dans la rue à Tel Aviv avec une arme et qui va tirer sur sa propre population pour essayer d'évacuer la violence qui est à l'intérieur de lui-même. Donc, je ne comprends pas et je ne vois pas comment une société qui tient de cette façon peut perdurer et comment elle peut ne pas s'effondrer. Et quand je regarde les choses, ça va être un peu ma conclusion sur ce sujet, j'ai véritablement l'impression que je vois un État qui est fou et une société qui est folle. Une société qui est folle et un État qui est fou. Enfin, tu peux pas à la fois tirer sur le Liban, sur la Syrie, sur le Yémen, sur le Qatar, etc. Mais je veux dire. Sur la Tunisie aussi, ta deuxième pays, sur la Tunisie aussi. La Tunisie, aucun pays dans le monde ne fait ça. Tu n'as plus aucun calcul. On est en train d'assister sous nos yeux à un État qui est en plus un État nucléaire qui devient fou. Et ça, c'est donc cet État ne peut pas tenir. Abdel-Jalil, il ne tiendra pas. Donc à un moment donné, tu vas avoir une armée l'armée va se rebeller, ou tu vas avoir quelque chose où ils vont sortir Netanyahou. Mais moi, je ne peux pas penser que les lobbies
pro-israéliens ne se disent pas à un moment donné, si on veut sauver Israël, il faut virer Netanyahou. J'attends ça depuis longtemps, mais ce que je vois aujourd'hui de la façon dont cet État est géré, j'ai l'impression et je vois objectivement un État qui devient fou. Devient fou. Voilà. Voilà ce que je pense. Merci infiniment, François Martin. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin de notre rencontre avec notre cher ami François Martin. Je vous invite à interagir, à commenter, à partager ce vidéo. Merci beaucoup, François, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.